Il y a à peu près 1 an et demi, j'ai lu et adoré les 2 premiers tomes de Dune, donc par la suite j'ai voulu continuer à découvrir les classiques de science-fiction nord-américains, non pas pour retrouver exactement la même chose évidemment, mais j'espérais retrouver une qualité et une sensibilité similaires qui me subjuguerait à nouveau. Bon, si vous avez vu cette vidéo, vous savez que ça ne s'est pas passé comme espéré. Cependant, vous m'aviez donné en commentaire vos conseils de lecteurs aguerris. J'ai donc pioché dans vos romans de science-fiction préférés ceux qui revenaient le plus et ceux qui m'intéressaient le plus, parce que tout cela reste évidemment très intéressé. Je vous en présente 4 classiques de science-fiction que vous êtes nombreux à adorer. Ai-je été conquise à mon tour? C'est ce que je vous révèle aujourd'hui. Celui qui est revenu le plus grand nombre de fois, c'est Hyperion de Dan Simmons. Alors comme il est énorme et que je ne l'ai pas encore terminé, il sera pour le prochain épisode. Le suspense reste entier, n'hésitez pas à vous abonner, à liker la vidéo et à la partager, et à me dire en commentaire quel est votre classique de science-fiction préféré. Il sera peut-être dans l'une des prochaines vidéos. On commence donc avec un autre monument, 1984 de George Orwell. Il s'agit d'un roman britannique publié en 1949. Ce livre est une romance de science-fiction. Je rigole, non mais si vous l'avez lu, vous savez. Alors je ne vais pas vous décrire précisément l'intrigue, parce que pour moi elle est intéressante surtout en ce qu'elle décrit ce Londres dystopique. On y découvre le fonctionnement politique et social de cette ville, la surveillance de masse, le contrôle de la pensée, le travail sur la langue, la réécriture du passé, mais aussi des moments de pulsion de masse, de défoulement collectif, de violence programmée, le contrôle de la presse, le parti unique, la propagande, le culte de la personnalité, le contrôle de chaque aspect de la vie des citoyens, de leur enrôlement en tant que jeunes jusqu'à des camps de prisonniers si jamais ils font un écart, des exécutions publiques, bref, la totale. Je pourrais détailler chacun de ces points, mais je trouve que ce serait trop en dire du livre, et c'est beaucoup plus amusant en tant que lecteur, et beaucoup plus stimulant, de voir tous les détails de ces différents fonctionnements, de ces différents aspects de la société, qui sont d'un retors absolu et qui constituent une société totalement oppressante, et qui est là justement pour empêcher les individualités de s'exprimer. Pour moi, le thème central de ce livre, c'est finalement l'humanité d'un homme face à un régime totalitaire, et inversement, comment un régime totalitaire s'y prend pour détruire l'humanité d'un homme. Et justement, la réflexion est si géniale et si brillamment développée que j'avais du mal avec les passages plus romanesques qui m'ont un peu ennuyée. Un autre aspect du livre qui m'a particulièrement intéressée, c'est la question de la vérité, et finalement comment chacun s'adapte par rapport à sa conscience à l'idée de vivre dans une structure qui est insupportable en soi. Et comme il y a un contrôle de l'histoire et du passé par l'organisation politique, se pose la question des souvenirs. Ont-ils vraiment eu lieu? A-t-on halluciné? Le monde d'avant a-t-il vraiment existé? Finalement, il se retrouve un peu dans la situation d'un homme qui serait seul sur une île déserte et qui n'a personne pour corroborer ce qu'il voit, ce qu'il dit, ce qui se passe. Comment savoir que ça n'a pas eu lieu uniquement dans sa tête? Le roman interroge ce qui fait l'humanité irréductible d'un être humain, cette part qui semble historiquement toujours résister malgré toutes les mesures mises en place par les sociétés de contrôle, la propagande, la répression, l'enrôlement. Et la question c'est, est-ce qu'un régime peut en venir à bout, ou est-ce qu'elle résiste toujours malgré tout, et alors, quelle est sa place, comment s'exprime-t-elle? Est-ce une part de l'individu qui reste inatteignable quoi qu'il arrive, ou bien peut-on parvenir à la briser? J'ai été agréablement surprise parce que, voilà, il me faisait un peu peur, je pense comme à pas mal de monde, alors qu'en réalité c'était une lecture qui était facile, dynamique, alors même qu'il ne se passe pratiquement rien jusqu'à, disons, le dernier tiers du roman. Tout repose sur le propos, la manière dont il est illustré et développé, mais c'est fait de manière dense et pourtant digeste. La fin était magistrale et j'ai trouvé qu'elle permettait d'éclairer le propos pleinement et de laisser un sentiment qui résume finalement assez bien ce que l'auteur a voulu faire pendant tout le livre. Donc une lecture plus accessible que ce à quoi je m'attendais et surtout d'une grande justesse. Donc pour moi, la science-fiction britannique marque des points face à la science-fiction américaine. Voilà, je pose ça là. Justement, le seul roman de science-fiction américaine de cette vidéo arrive, il s'agit du Neuromancien de William Gibson. Le personnage est un ancien pirate informatique qui n'a plus le droit de retourner dans la matrice qui était toute sa vie, et il va donc accepter de participer à une opération pas nette et très certainement dangereuse.
Alors déjà, une première remarque stylistique peut-être, il faut savoir que dans ce roman, il y a beaucoup de dialogues. Ce qui est positif, c'est qu'ils sont bien écrits, ou en tout cas bien traduits, et quand il y a des descriptions, elles sont aussi bien écrites. Et c'est un peu ce qui m'a frustrée aussi, j'ai trouvé que ça manquait de description, et que l'ensemble manquait donc d'épaisseur et de clarté, et que voilà, ça restait quand même beaucoup de dialogues, beaucoup de blabla, et on va pas se mentir, les discussions des personnages n'étaient pas toujours très intéressantes. Voilà, c'était le point positif, à présent le reste. Ce qui m'a posé problème, surtout, c'est que l'intrigue met des plombes à démarrer. Compte tenu de sa réputation, je m'attendais à un livre qui dépote, qui avance bien, avec du suspense, et en fait, pendant une éternité, on est pris dans le quotidien du personnage principal, et de ses coups avec ses poteaux. Et voilà, et moi j'étais pas là pour le roman tranche de vie d'un loser. Et même quand ça démarre, ça m'a pas transcendé. Je me suis dit, mais ah ok, c'est ça l'intrigue? C'est pour ça que j'ai attendu si longtemps? Voilà, moi j'ai eu l'impression que le livre n'avait jamais vraiment décollé. Après, c'est pas désagréable à lire, et je pense surtout que c'était en fait profondément pas pour moi, et que voilà, et que j'en avais vraiment rien à faire de ce gars, de sa vie, de ses amis, de ses problèmes. Et le livre n'a jamais réussi à changer ça et à me faire rentrer dans l'histoire. Et même le côté inventif, visionnaire, perspicace, l'idée de la matrice, etc., ça m'a pas emballé parce que comme le livre a contribué à façonner notre imaginaire et notre réalité, tout ça était trop familier pour que j'ai le frisson de l'idée brillante et de la nouveauté. J'étais contente de découvrir l'origine, d'où venait tout ça, mais ça n'a pas compensé la déception globale. Après, à la décharge du livre, je pense que c'est un roman qui est très chouette à découvrir quand on est ado ou qu'on a la vingtaine. En fait, ça m'a un peu rappelé Fight Club ou le Joker, ces œuvres qui ont un potentiel de film culte ou de livre culte quand on est ado et que ça nous fait vraiment forte impression. Alors qu'après, quand on a baroudé, on trouve ça charmant, mais c'est quand même beaucoup moins flamboyant et il y a un côté un peu... les gens font un peu leur cake, vous voyez. Je pense qu'au fond, je me suis sentie trop vieille pour le neuromancien. On retourne chez les Britanniques avec un autre auteur extrêmement connu, Arthur C. Clarke. À ma grande surprise, le livre que vous m'avez le plus conseillé de l'auteur, ce n'était pas 2001 l'Odyssée de l'espace, mais Rendez-vous avec Rama, qui a été publié en 1973. J'ai appris par la suite qu'il y avait un peu une actualité et que Denis Villeneuve aurait pour projet de l'adapter un jour. Voilà, je pense que ceci explique cela. Un objet énorme et étrange, Rama, entre dans le système solaire. On envoie alors un vaisseau pour comprendre de quoi il s'agit et on découvre que Rama contient un véritable monde. L'équipage du vaisseau se lance alors dans une mystérieuse exploration. Alors étonnamment, ce livre est extrêmement drôle. Ça transpire l'humour anglais et je ne m'y attendais pas du tout, mais quelle belle surprise. Tout n'est qu'une énorme parodie de rencontres avec des extraterrestres. Il y a l'autodérision de cette humanité ingénieuse mais minable, que ce soit l'équipage ou les scientifiques. Le roman exhibe la suffisance et l'orgueil de l'être humain qui se croit toujours le centre de l'univers, alors même que voilà. Je pourrais vous en dire plus, mais ce serait vraiment vous spoiler et j'ai pas envie parce que c'est sympa d'avoir ce mystère, cette attente et la révélation finale. Ce que je peux vous dire, c'est qu'il y a un gros suspense tout au long du livre qui se termine de manière inattendue. Le tout est bien préparé en amont et va jusqu'au bout de la parodie et de la critique. Et la dernière phrase est une apothéose et on sent l'auteur mais se bidonner dans son coin, là derrière son stylo. Alors je sais qu'il y a une suite, mais j'ai pas trop envie de la lire parce que déjà je trouve que ce roman est ciselé et que en ça il est bien tout seul. Et puis justement parce que le roman est un peu une humiliation et je n'aimerais pas que les tomes suivants viennent contredire cet aspect-là. C'est une lecture irrésistible et qui se tient de bout en bout, donc si vous voulez un roman de science-fiction réflexif et jubilatoire, foncez. Pour finir, je vous propose qu'on rentre à la maison avec de la science-fiction française de 1968, La Nuit des Temps de Barjavel. Des scientifiques découvrent en Antarctique les traces d'une civilisation très ancienne. Les nations vont donc s'accorder pour lancer une opération afin d'exhumer les traces de celle-ci et vont faire face à des découvertes inattendues. C'est une lecture facile, agréable, rythmée. On veut savoir, on veut percer le mystère, les chapitres sont courts, on les lit de manière boulimique,
et à la fin tout s'accélère encore, il y a des péripéties, des rebondissements, c'est extrêmement prenant. Le livre s'attache à dénoncer la bêtise humaine de différentes façons. La première, c'est cette tendance de l'humanité à toujours se croire supérieure à ce qui la précède ou à ce qui est différent d'elle. La seconde, c'est celle des nations qui cherchent toujours le pouvoir, la domination et qui sont incapables de s'accorder et d'oublier leurs objectifs propres. Elles sont incapables d'avoir une vision d'ensemble de ce qui serait bon de faire objectivement pour l'humanité, et même quand elles le voient, elles préfèrent rester dans des rapports mesquins, petits, et ne regarder que leur nombril. On sent la lassitude de l'auteur face à ce constat désespérant, c'est toujours les mêmes réactions, toujours les mêmes conflits, toujours le même égoïsme. Ce rapport de force permanent nuit non seulement à l'humanité, mais aussi plus précisément ici à la recherche scientifique. Tout cela est exprimé par la frustration, voire la colère de certains personnages, mais aussi et surtout par la satire. Les descriptions et les dialogues exhibent cette petite mentalité et ses conséquences néfastes. Cette satire rend le livre très amusant, mais aussi révélateur de son époque et de réflexes qui sont malheureusement intemporels. Alors, c'est sûr que c'est pas un livre à prendre au premier degré, il montre avec humour le pire des hommes et des dirigeants. Si tout cela fait pleinement partie du propos de l'auteur, sur d'autres aspects, le livre a malheureusement très mal vieilli. Il y a un certain nombre de remarques qui, elles, ne sont pas satiriques et qui sont franchement datées, et qui rendent le livre ridicule, voire pénible. Et je dis ça en ayant l'habitude de lire des classiques, en gros de l'Antiquité à la fin du XXe siècle. Là, c'est vraiment gratiné. Je ne sais pas si c'était pour rentrer dans une esthétique de genre sensuelle, fantasmant la femme belle, impudique, d'une autre civilisation, type belle sauvage aux prises avec les hommes, mais c'était difficile, franchement c'était dur. Après c'est révélateur de certaines mentalités d'une époque, et en ça c'est instructif et honnête, et même quelqu'un comme Barjavel, de manifestement cultivé et qui réfléchit à son époque, pouvait tomber dans des pensées qui sont sidérantes, voire à minima de mauvais goût pour le lecteur d'aujourd'hui. On retrouve même des gens qu'on a pu croiser dans sa vie, celui qui raconte ses histoires de mecs, type l'ami de la famille et ses anecdotes de chasse. Je sais pas si vous l'avez vu celui-là. Irrespectueux et bruyant, devant lequel on est censé s'extasier, que l'on est censé trouver outrancier mais terriblement amusant. Alors qu'en réalité, ce genre de personne, c'est le fléau des repas de famille. Apparemment, dans les années 70, 80, peut-être même 90, cette personne avait ses moments de gloire. Voilà, j'en ressors partagée, c'était une lecture aussi prenante que kitsch. À vous de voir. C'en est tout de cet épisode 2 de mon exploration des classiques de la science-fiction. Pour l'instant, les Britanniques ont nettement ma préférence, mais les Ricains n'ont pas dit leur dernier mot et reviendront en force dans l'épisode 3. On verra ce que ça donne, affaire à suivre. Salut!